Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir à votre assemblée générale. J'ai écouté avec attention tout ce qui a précédé. Je vais essayer d'en tenir compte dans ma présentation. Alors, l'objet de mon intervention, effectivement, comme le président l'évoquait, ça va être de vous présenter quelque chose qui paraît assez déconnecté de ce que vous avez dit, mais finalement, je vais un peu parler du lait, néanmoins, qui est l'importance dans la société de toutes les technologies numériques, informatiques, et aussi de l'importance du traitement des données. Donc, ce que je vous propose pour cette intervention, c'est de procéder, d'abord, me présenter par courtoisie, c'est quand même quelque chose d'élémentaire, et ensuite de structurer mon intervention en 3 parties. La première, qui est de dresser un état des lieux de situation, pour vous dire de quoi parle-t-on sur ces sujets qui finalement sont très quotidiens pour nous, mais dont on ne connaît pas finalement beaucoup le moteur, ce qu'il y a sous le capot. Donc moi j'aimerais soulever le capot, vous montrer ce qui est caché à notre vue. Ensuite, avec un peu de provocation, j'ai envie de vous dire, la révolution de l'Internet numérique, digital, est déjà terminée. Nous sommes entrés dans une nouvelle révolution qui est assez capitale dans votre industrie, l'agriculture en général, mais aussi production animale et les métiers du lait, qui est la révolution des données. Et j'ai noté avec intérêt d'ailleurs que quand vous évoquiez les investissements, lors de la partie du quitus financier, une grosse partie de ces investissements était consacrée au système d'information. Ça me semble quelque chose d'essentiel, mais j'y reviendrai. Et la troisième partie, alors avec modestie, humilité, je vous donnerai quelques pistes de réflexion sur comment peut-être ces technologies peuvent vous aider dans les situations que j'ai comprises, que vous avez évoquées précédemment. Quelques pistes de réflexion. Alors, pour me présenter, peut-être un néologisme, ça fait aussi partie, je crois, de l'intervention de donner des vocabulaires un peu obscurs. C'était un néologisme jusqu'au mois d'avril, et puis depuis le mois d'avril, ce mot slasher est entré dans le dictionnaire, donc c'est un véritable mot en français. Je suis un multi-activité. Donc, dans mes nombreuses activités, d'abord et avant tout, je suis consultant, fondateur et président d'un cabinet de conseil en stratégie que j'ai fondé il y a 22 ans, la même année que Google, mais avec un succès sensiblement différent, il faut le reconnaître. Avant, j'ai exercé des fonctions de jeune assistant chef de produit jusqu'à jeune directeur général dans des entreprises qui travaillaient plutôt dans des secteurs de la grande consommation. Donc ça, c'est le premier sujet, conseil en stratégie. Nous accompagnons des organisations publiques et privées, en France et dans le monde, sur la projection dans le futur, ce qui est un sujet particulièrement complexe dans la période que nous traversons. La deuxième partie, mais elle est très complémentaire, donc je suis professeur affilié à HEC. Donc dans cette grande institution, vous avez 2 catégories de professeurs, des enseignants-chercheurs, c'est comme des professeurs d'université, et puis des professeurs praticiens, c'est mon cas. La troisième partie, c'est auteur d'ouvrages de vulgarisation et non pas de recherche, sur les sujets qui sont mes sujets de cœur, la stratégie et l'impact des nouvelles technologies dans les modèles des organisations. Et alors j'ai une activité citoyenne qui me prend un peu plus de 10% de mon temps, donc je suis colonel de gendarmerie de réserve, et je suis donc attaché au cabinet du directeur général de la gendarmerie, dans un pôle qui s'appelle stratégie et prospective, et je travaille notamment sur les sujets de la valorisation des données, sur les sujets de sécurité publique. Quelques références, on travaille avec des grands groupes, mais pas seulement, français et internationaux, et puis on fait 20% de notre business dans l'agriculture, historiquement. Voici des clients récents, mais on a dû bosser pour plus d'une 50aine d'entreprises dans ce secteur d'activité. Et donc en ce moment, notamment, on a une belle mission pour le Heartbook Charolais, que peut-être vous connaissez, ne serait-ce que de nom. Alors, plutôt pour l'équipe communication, dont j'ai vu qu'elle était particulièrement réactive sur les médias sociaux. Donc ceux ou celles qui seraient présents sur Twitter, vous pouvez, c'est un peu symbolique, je le reconnais, faire un live tweet. Un live tweet, c'est reprendre des photos ou des statistiques sur votre compte Twitter. Donc sur Twitter, je suis F. Casals. Terralacta, qui a un compte Twitter, bravo, s'appelle Terralacta. Et donc j'ai créé un hashtag symbolique pour retrouver toutes les contributions. Digital Terralacta. Mais c'est plus pour rire. Alors, le monde numérique, j'ai voulu commencer par des photographies. 1989, alors à l'époque où on n'avait pas de sujet de distanciation sociale et de pandémie,
Voici ce qui se passait à la fin d'un concert. On prenait son briquet, et puis pour avoir un rappel, voilà comment on procédait. 1989, pas une date au hasard, c'est la date de la création du web. Non pas créé par les Américains, comme on le croit de manière erronée, mais par un Anglais, bon, on les déteste un peu, hein, mais Sir Tim Berners-Lee, qui était le directeur des systèmes d'information d'un institut de physique nucléaire qui s'appelle le CERN, à côté de Genève. Et donc à la base, donc, ce sont des Européens qui ont créé le web, et on est tous avec nos portables là, et on navigue, je vous dirai dans quelle proportion, sur le web. 30 ans plus tard, le même concert, alors en 2020, les concerts c'est un peu plus difficile, plus de briquets, mais des téléphones mobiles. Et d'ailleurs, qui n'a pas en ce moment son téléphone mobile à portée de la main? Voilà, donc CQFD, nous sommes entrés dans l'ère des technologies mobiles. Il y en a même qui l'ont dans la main, mais peut-être qu'ils suivent mes recommandations en live tweetant, ce dont je les remercie. Alors, je ne vais pas vous assommer de statistiques, mais néanmoins une ou deux statistiques pour commencer. D'abord, une statistique mondiale qui est très récente. Hein. Toutes les statistiques que je vais vous montrer sont vraiment les dernières du moment. Donc, si d'ailleurs vous souhaitez les récupérer, l'équipe de Terra Lacta dispose de ma présentation. Elle est ouverte en PowerPoint original, donc vous pouvez la voler, la reprendre comme vous le souhaitez. Mais quelques clés quand même sur l'équipement technologique au niveau mondial. Un peu moins de 8 milliards d'humains. On a 60%, 3 humains sur 5 qui ont accès à Internet. Si on considère, pour remettre les choses en perspective, que le salaire médian d'un humain, donc je prends l'humanité, je tape à 3,9 milliards, c'est 300 $ par mois, on considère aujourd'hui que l'accès à Internet est devenu pratiquement universel. Donc on a 60% d'humains qui ont accès à Internet, la moitié des humains qui sont sur un média social. Les médias sociaux sont devenus les premiers des médias, pour le meilleur et pour le pire dans votre industrie. Je reviendrai sur les gros défauts de communication de cette industrie, qui, comme l'armée, a souvent vécu heureuse et cachée, et qui aujourd'hui vit malheureuse, mais doit plus se cacher. Donc je vous donnerai quelques pistes de réflexion à ce sujet. Et puis un point important, c'est pratiquement tous les humains adultes disposent d'ores et déjà d'un téléphone mobile. Alors en France, une seule statistique, mais elle est édifiante, c'est l'écart d'équipement numérique en 10 ans, 2009-2019. Alors finalement, l'ordinateur, vous voyez, il n'y a pas d'énormes changements. Hein. On était à 60%, on passe à 70%. Ce n'est pas cette technologie qui s'est vraiment envolée. La technologie qui s'est envolée, c'est vraiment le smartphone, donc le téléphone qui donne accès à Internet. Donc on est passé d'un téléphone qui était extrêmement élitiste, et moi j'ai vraiment le souvenir en 2009 qu'à l'époque, le premier des smartphones, c'était BlackBerry. Le iPhone venait d'arriver, juste. Hein. Et BlackBerry, c'était l'attribut de pouvoir d'un nouveau directeur. Lorsqu'on devenait nouveau directeur dans une entreprise, on avait un bureau peut-être avec une chaise en cuir, une petite table de réunion spécifique, et puis on vous donnait, tel l'adoubement d'un chevalier avec l'épée, voici ton BlackBerry, et devant nos collaborateurs ébahis, on disait « Mais que fais-tu, chef ?» Je check mes mails. On était en 2009. Lors de cette intervention, vous avez peut-être checké vos mails lors de résolutions obscures. Et un point intéressant, techniquement obscures, hein, elles étaient d'une grande clarté juridique, mais c'est souvent des sujets assez techniques. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, aujourd'hui, la quasi-totalité des Français sont devenus internautes et que nous passons nos vies devant les écrans. 4h48 devant les écrans d'Internet. Si on rajoute que la télévision, c'est 3 heures, alors on peut faire les deux à la fois, c'est devenu d'ailleurs assez fréquent, mais aujourd'hui, et notamment vos consommateurs, mais votre écosystème, vous, coopératives laitières, nous sommes aujourd'hui connectés. On ne peut lutter contre ça, pas plus que contre l'électricité, c'est un fait acquis. Dans ce monde, il y a une domination. En fait, c'est un monde dominé par des grands acteurs mondiaux. On retrouve d'ailleurs le fait du moment qui est la lutte pour le leadership mondial entre les deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Et donc, on a parlé initialement des GAFA, donc vous vous souvenez, Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis Microsoft, la vieille entreprise de 78,
les a rejoints. Et puis aujourd'hui, vous avez leurs alter-ego chinois, et il y a toute une liste qui peut suivre. Alibaba au premier chef, qui est un peu l'équivalent d'Amazon, et puis Huawei, qui défraie la chronique, qui a une importance cruciale aussi dans le monde de l'agriculture, j'y reviendrai. Alors ces GAFAMA, ils génèrent des valeurs financières absolument incroyables, c'est même abstrait. Alors là, je vais faire quelque chose qui va faire bondir les économistes, je vais comparer des torchons et des serviettes, mais donc j'ai regardé leur capitalisation boursière au 28 septembre, donc nous sommes le 30, lundi, donc j'ai fait un arrêté, non pas des comptes, mais de la valo à New York. Et j'ai regardé, donc l'unité, c'est des milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc si vous considérez par exemple Amazon plus Google, c'est l'équivalent en valeur macroéconomique du PIB de la France. Les 4 premiers ont plus de valeur que la totalité du CAC 40. Alors ça, c'est un point, et j'aimerais un premier axe de réflexion, vous dire que l'industrie du monde qui crée le plus de valeur économique, à la fois d'un point de vue des profits, côté compte de résultats, et du bilan, côté patrimonial, ce sont les industries de la technologie et de la donnée. Avec un exemple édifiant, un peu anecdotique, mais Zoom, que vous avez peut-être dû pratiquer, a aujourd'hui une capitalisation boursière qui est égale à celle des 8 premières capitalisations boursières des compagnies aériennes. Alors, je reconnais que leur situation est complexe, mais si vous considérez quand même qu'on a d'un côté une industrie avec des actifs physiques et de l'autre côté une industrie totalement dématérialisée, avec pratiquement aucun actif autre que immatériel, puisqu'ils ne disposent même pas de leur ordinateur, Zoom travaille d'un point de vue informatique avec Amazon. Donc ils sont propriétaires d'aucun mur, propriétaires d'aucune machine, leur marque vaut cher, et aussi la recette logicielle. Alors dans ce monde, quelques statistiques. Lui, c'est celui qui a le plus d'impact sur votre industrie, mais vous ne le savez pas, c'est Google. Google, aujourd'hui, intervient de manière massive dans la recherche d'informations. Et donc, je vais vous imposer un axiome. Alors, en mathématiques, c'est une propriété mathématique qui ne se démontre pas, mais si on était plus trivial, on dirait « tais-toi, c'est comme ça ». Axiome, aujourd'hui, lorsqu'on cherche de l'information sur n'importe quel sujet, personnel, professionnel, médical, amoureux, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher de l'information sur Internet. Et alors, sur Internet, par défaut, je vais appeler moteur de recherche dans la suite de ma présentation Google. 92% des recherches sont faites sur Google. C'est la dernière stat publiée. C'est vrai sauf en Chine. Puisque en Chine, et on retrouve cette lutte pratiquement à mort entre ces deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, vous avez Baidu, Shogu, Shema, qui sont des moteurs de recherche locaux. On voit un tout petit peu de Google. Hong Kong. Alors, ils dominent aussi l'informatique. Ces fameux GAFAM, GAFAMA. Google domine les mobiles. 85% des systèmes d'exploitation qui font fonctionner vos téléphones portables, c'est Google. Donc Google, à tout moment, sait ce que vous cherchez, mais à tout moment, il sait ce que vous faites, où vous êtes. Si vous faites vos courses le samedi, c'est à quelle heure vous partez faire vos courses. Il sait s'il y a des embouteillages, il sait combien de temps vous restez au supermarché. Si vous cherchez de l'information au supermarché, il le sait. Il est capable de faire cette information géolocalisée. Il lit vos mails également. Si vous avez une application que vous utilisez comme Google Maps ou Waze, alors là, merci pour lui, vous lui donnez votre vie. Google sait plus de choses sur vous comme individu que probablement votre conjoint ou vos enfants. Parce que même les choses que vous n'avoueriez à personne d'autre, eh bien, vous les cherchez sur Internet. J'ajoute que donc, Microsoft, lui, il maîtrise, mais c'est ancien, toute la partie logicielle d'entreprise, hein, notamment les systèmes d'exploitation. Alors, si vous êtes passé sur Microsoft 365, donc là, vous êtes entré dans le cloud sans le savoir. C'est-à-dire que vous avez déjà mis un doigt, une main, un bras dans l'informatique déportée de Microsoft. Et on voit que Apple, lui, il est second, mais second partout, second sur les téléphones, en matière de logiciels, de matériel aussi, ils sont très importants, et second en matière d'ordinateur. Alors, un point qui est important, en balayant un peu ce monde numérique avec quelques statistiques, on retrouve toujours sur les médias sociaux
la même lutte entre les Américains, on va appeler les Américains Facebook, et les Chinois, on va appeler les Chinois Tencent. Tencent est le Facebook chinois. Donc vous voyez, Facebook, c'est Facebook, YouTube, c'est Google, WhatsApp, Facebook, Messenger, Facebook, Instagram, Facebook, et puis tous les autres des Chinois. Et si vous vous souvenez de ma statistique de tout à l'heure, 4 milliards d'humains sur les médias sociaux, 3 des 4 milliards ont un compte sur un des services de Facebook. Alors un nouvel axiome, les médias sociaux sont devenus les premiers des médias. Ce n'est plus la presse, ce n'est plus la télé, ce n'est plus la radio. Et je vais vous en donner une application très simple. On va se faire du bien. En ce moment, il ne faut pas gâcher des occasions de se faire du bien. Et on va se souvenir d'un bon moment, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et on a gagné. 12 juillet 2018. Le 12 juillet 2018, on a eu la 7e audience de l'histoire de la télévision française, avec un tout petit peu moins de 20 millions de téléspectateurs. Alors, elle a été battue depuis par une intervention du 14 mars 2020 du président de la République. 21 millions. Mais j'ai préféré garder la Coupe du Monde. Ça se discute. Et alors, regardez. Facebook aujourd'hui, une journée assez banale, pas d'attentat que je sache, une météo plutôt calme, en tout cas ici. Aujourd'hui, sur Facebook, on va avoir 26 millions de visiteurs uniques sur ce réseau. Ça signifie que n'importe quel jour que Dieu fait, Facebook a plus d'audience que la finale de la Coupe du Monde de football. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu capital, au-delà des problématiques sanitaires que vous avez évoquées, qui sont très spécifiques dans votre industrie, c'était intéressant et troublant pour quelqu'un de l'extérieur, des problématiques industrielles, parce que j'ai noté vos problématiques de filiales. Ça a l'air assez classique dans la coopération agricole, ces sujets des filiales. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. Ça déclencherait peut-être des débats inappropriés. Mais il y a un sujet aussi de confiance et d'expression vis-à-vis du citoyen. Parce que comme le notait votre président, un certain nombre de choses que vous devez subir, elles sont liées au consommateur, à sa confiance ou à sa méfiance, et à la communication ou pas que vous faites sur ce sujet. Alors, mauvaise nouvelle, dans votre industrie, vos opposants sont excellents. Je ne parle évidemment pas du contenu qu'ils véhiculent. Et il n'y a pas de provocation particulière par rapport à ça, néanmoins j'aurais pu. Mais aujourd'hui, les opposants de l'agriculture, dont cette association bien connue, véhiculent aujourd'hui une image catastrophique de l'industrie. Vous êtes des pollueurs, vous torturez les animaux, on a une grande incertitude sur votre rôle économique, et je ne parlerai pas de la filière du lait, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs dont la transparence n'est pas avérée, en tout cas du point de vue de l'opinion publique. Et donc aujourd'hui, un point clé, c'est que l'image qui ressort pour la personne qui ne connaît pas ce secteur, et moi je suis aveyronais, hein, donc je connais bien ce secteur, je connais très bien l'agriculture, mais aujourd'hui, elle est portée par une image qui est détestable. Alors, il y a quelques initiatives vertueuses, hein, en Bourgogne-Franche-Comté, où je sévis pas mal. Peut-être que vous connaissez cette communauté agri-loving, mais on a aussi les agri-twittos sur le sujet du réseau social un peu particulier. Mais un facteur clé de succès, ça va être vraiment, au-delà de tous les sujets que vous avez évoqués, mais peut-être d'utiliser ces médias pour exercer une forme de pression éthique, mais vis-à-vis du consommateur et de ce fait vis-à-vis des pouvoirs publics. Ce qui n'exclut pas toute autre manœuvre d'influence que vous pourriez mener, soit en tant qu'entreprise locale, soit par le biais des représentations des organisations professionnelles. Alors, on voit également cette domination du commerce, alors avec toujours la même bagarre terrible entre l'acteur majeur qui est Amazon, son alter ego Alibaba, qui sont présents sur tous les continents, à une exception près,
le continent, moi que je connais bien, où je travaille beaucoup, qui est le continent africain, qui a d'autres problématiques de développement, et où aujourd'hui, alors paradoxalement, là où il y a le plus d'innovation peut-être, par exemple en matière financière, c'est en Afrique que ça se passe, parce qu'il y a pratiquement presque plus d'utilisation de monnaie physique, mais de plus en plus l'utilisation de téléphones mobiles dans une zone où les personnes ne sont pas bancarisées, donc c'est assez paradoxal. On voit émerger des business models, des modèles financiers tout à fait originaux, mais pas sur le sujet du e-commerce, compte tenu de difficultés d'infrastructure. Et donc, toujours ce duel. Alors, Alibaba, on a l'impression que le duel est déséquilibré, mais comme on a fait un quitus financier, on sait très bien autour de la table qu'il ne faut pas faire la confusion entre le chiffre d'affaires et la rentabilité. Le match de chiffre d'affaires entre Amazon et Alibaba est déséquilibré. Le match de la rentabilité ne l'est absolument pas du tout. Et donc aujourd'hui, on a un énorme bras de fer commercial sur ces sujets de e-commerce. Amazon a vocation à vendre tout. Non seulement des produits pour le grand public, mais aussi des produits pour les professionnels. Deux exemples à cet égard. Bon, un exemple français. C'est une copie d'écran récente. Donc on peut acheter un certain nombre de produits à destination des professionnels de l'agriculture sur Amazon. Le plus vieux client de mon cabinet, qui est le groupe Volkswagen en France, ça fait 16 ans qu'on travaille avec eux, on fait l'année dernière un test de vente de Seat en ligne, et ce test pourrait être poursuivi. Et nous travaillons, et j'étais hier à l'Assemblée générale de cette organisation pour l'UPFP, c'est l'Union des pompes funèbres publiques, qui a confié à notre cabinet une étude qui utilise les big data. Et lors de cette étude, nous avons constaté, à la surprise des professionnels, que le premier vendeur français d'ornements funéraires, c'est Amazon. Mémé vient de mourir, on va acheter une urne funéraire sur Amazon. Ce sont les premiers vendeurs d'ornements funéraires, grand public, loin devant les professionnels du secteur. Alors un dernier point, ça on soulève un peu le capot, parce que jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, vous le connaissiez certainement. Là, c'est le capot de l'informatique. En fait, ces acteurs sont des acteurs dominants des infrastructures informatiques, c'est-à-dire ce qui n'intéresse pas les particuliers ou les citoyens. Alors le premier élément d'infrastructure, et là on ne sait pas qu'Amazon est l'ultra leader mondial de ça, c'est, on appelle ça cloud computing, mais c'est de la vente de prestations informatiques à la demande. Donc il est leader mondial avec Microsoft. Et d'ailleurs, si vous regardez le palmarès, donc la part de marché mondiale 39, Microsoft 19, très rapide. Puis après Google décroche. Puis après Alibaba. Puis après on voit des vieilles boîtes, type IBM, qui fut le leader mondial pendant plusieurs générations de l'informatique et qui aujourd'hui a une part de marché pratiquement marginale. C'est le premier sujet où on voit émerger de manière un peu cachée ces fameux GAFAM. Il est possible que votre coopérative ou ses filiales travaillent. Moi, je mettrais bien un ticket sur Microsoft, mais parce que c'est le plus naturel d'un point de vue des logiciels de gestion. Mais le deuxième sujet qui défraie l'actualité, c'est l'arrivée des Chinois sur les infrastructures technologiques de la 5G. On en parle beaucoup de la 5G, alors c'est vraiment c'est tout à fait déprimant aujourd'hui. En fait, l'absence de culture scientifique de nos concitoyens sur tous les sujets, dont les sujets agricoles et dont les sujets de technologie. Alors, quand j'entends un homme politique parler de la 5G en disant quelle est l'utilité de télécharger un porno dans l'ascenseur, déjà, il faut penser à cette chose-là, ce qui est relativement troublant. Bon, on peut peut-être le faire également avec de la 4G, mais l'enjeu n'est pas du tout celui-là. L'enjeu est un enjeu, non pas de téléphone, pas principalement, l'enjeu est un enjeu d'infrastructure industrielle. Et donc, ce que vous voyez ici, finalement, le leader mondial de ces infrastructures 5G, c'est évidemment Huawei, qui n'est pas une entreprise cotée, c'est une coopérative. Huawei, comme vous, coopérative. Bon, après, les coopératives dans l'État chinois, je pense que c'est un sujet de... Les assemblées générales, à mon avis, sont sensiblement différentes. Je pense qu'il y a moins de questions. Il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas d'abstention. Voilà. Alors, le sujet de la 5G, c'est la nouvelle génération de l'Internet. Alors, cette génération, elle est
elle est rendue possible par plusieurs étoiles qui s'alignent. Le premier alignement d'étoiles, et j'aimerais vous montrer vraiment quelque chose qui est de la technologie inconnue, c'est un sujet de plaque d'immatriculation. Alors, personne ne sait de ce dont il s'agit. De quoi s'agit-il ? Les téléphones que vous avez dans vos mains, et puis les ordinateurs et les tablettes et les consoles de jeux, qui ont accès à Internet ont une forme de plaque d'immatriculation qui les rend uniques, qu'on appelle l'adresse IP. IP, ça veut dire Internet Protocol. L'ancienne plaque d'immatriculation, des fois vous les voyez d'ailleurs, ces espèces de suites de chiffres, c'était 4 nombres compris entre 0 et 255. Donc si vous faites un petit calcul avec votre téléphone, 256 puissance 4, nous avions un peu plus de 4 milliards de plaques d'immatriculation. Je vous ai déjà montré tout à l'heure qu'on avait 5 milliards juste de téléphones. Donc en fait, il nous est arrivé ce qui est arrivé dans l'automobile il y a quelques années. 999ZZZ75, on ne pouvait plus immatriculer. Donc on a changé de protocole d'immatriculation. Alors c'est vraiment des choses techniques qui n'intéressent que les informaticiens. Et on est passé à cette nouvelle plaque. Donc on passe au protocole version 6. Conséquence, on a refait le stock. 3,4 10 puissance 38 adresses disponibles. Donc j'ai appris par cœur un truc ridicule, mais stylé, comme dirait ma fille. Pour épuiser le stock, il faudrait immatriculer 667 millions de milliards d'objets connectés à chaque millimètre carré de la surface de la Terre. Bref, on est super tranquille. Mais ce que ça dit, écoutez-moi parce que ça a un impact très grand dans vos métiers. Ce que ça dit, c'est qu'avant, on avait une double limitation technique pour déployer des objets connectés. On avait des problèmes de plaques d'immatriculation, et donc ces plaques, on les réservait à des objets à forte valeur, comme des téléphones ou des ordinateurs. Fin de la limitation. Et on avait un sujet, non pas de téléchargement de sites porno, enfin encore que, mais surtout un sujet de bande passante d'une multitude d'objets connectés qui seraient au même endroit, dans un champ. Et donc, la 5G, son bénéfice principal, c'est cette capacité de connecter à un même endroit une multitude d'objets connectés. Alors, dans l'agriculture, vous étiez déjà très avancé sur ces sujets-là. Hein. Il y a plein de capteurs qui sont utilisés. Et donc, ce que nous allons voir, c'est le début d'une révolution qui est celle des objets connectés. Nous entrons dans l'ère des objets connectés, alors à basse valeur, souvent qui font des choses très simples. Hein. En ce moment, on travaille à l'international avec une entreprise de distribution d'eau. Et donc, on met juste sur les réseaux de distribution d'eau des capteurs de fuite. D'ailleurs, j'ai découvert, mais il paraît que c'est le cas en France, qu'en fait, on a une gabegie de fuite d'eau dans nos réseaux de distribution, c'est-à-dire qu'il y a des fuites, 20-30% de l'eau qui part dans le sol. Donc, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Mais grâce à ces capteurs, vous pouvez après négocier avec la collectivité territoriale ou avec l'État pour dire, sur tel capteur, on a 40% de fuite. Et là, on fait des calculs financiers savants de valeur actuelle nette ou un certain nombre de critères financiers qui permettent de justifier un investissement, par exemple, de réhabilitation ou de transformation du réseau. Alors, les conséquences de tout ça, de ce panorama. Première conséquence, un changement de modalité des consommateurs que j'ai évoqué. On appelle ça le moment zéro de vérité, ZMOT. L'axiome, c'est je cherche une information, je vais la chercher d'abord sur Internet. Alors, je me suis amusé à le faire pour le lait. J'ai utilisé une technologie de Google qui est une technologie qui essaie de prévoir, quand vous faites une recherche, les autres recherches qui sont faites. Alors, c'est intéressant parce que ça vous donne une idée de ce qu'on cherche sur le lait. Donc voilà ce qu'on cherche sur le lait. Quand je tape le lait, la première chose qui sort, c'est le lait fait grossir. Ce qui n'est pas évident en regardant l'Assemblée. Alors après, il peut y avoir d'autres sujets que le laitier. Là, il y a un livre de Gisèle Halimi. Et puis après, le lait est-il bon pour la santé ? Le lait fermenté est-il bon pour les intestins ? Le lait fait grossir la poitrine. Ça peut être un bénéfice. Le sujet des chats, qui est constant sur Internet. Est-ce qu'on peut utiliser du lait pour les chats ? Le lait fait grandir, le lait pour les enfants. J'ai fait quelque chose de très simple. Hein. Je me suis dit, mais est-ce que l'agriculture est présente sur ce sujet-là ? Je vais avoir une grande coopérative laitière. Est-ce qu'on va trouver des coopératives laitières ? Est-ce qu'on va trouver Coop de France, coopération agricole laitière, etc.
Donc j'ai juste fait une petite recherche, donc il y avait 104 millions de pages. Donc très souvent, Wikipédia est en premier, pour des raisons techniques que je pourrais vous expliquer à table. Et puis j'ai regardé les 3 premiers qui sortaient, les 3 premiers résultats naturels et non publicitaires. Donc on a une encyclopédie des aliments, Passeport Santé, qui est plutôt neutre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le deuxième, qui est un peu moins chouette, c'est NaturaForce. 6 raisons de ne plus consommer de lait de vache. C'est la deuxième recherche sur Google. Donc aujourd'hui, quelque chose qui est important, c'est que la confiance du consommateur, elle commence sur Internet. Donc je suis heureux de constater que vous réalisez des investissements de productivité, certainement pour votre coopérative, et c'est une voie souhaitable. Mais il y a un sujet agricole où, alors moi je suis un peu comme Don Quichotte sur ce sujet. Je fais plein d'assemblées générales tous les ans, mais la situation ne bouge pas beaucoup, voire même au niveau des instances professionnelles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité du résultat. Et le résultat est dramatique pour l'agriculture en général, pour votre industrie en particulier. Vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas une communication qui porte. À l'endroit où elle porte, pas les conférences de presse, pas la presse locale, ça ne se joue plus là. Et puis on voit émerger des nouveaux modèles stratégiques. Alors ça, on parle de business model dans un langage de professeur ou de consultant, mais je vais essayer de ne pas vous perdre. En fait, en ce moment, ces technologies créent de nouveaux modèles industriels. On avait les GAFA, on a les Natu, un certain nombre d'entreprises qui ont fondé leur business model sur la technologie et la donnée, et qui, contrairement à Google ou Amazon, attaquent des industries existantes. C'est-à-dire que nous entrons dans le moment où ces grands géants de la technologie, ils sont en train d'attaquer des secteurs industriels qui existent déjà. Non pas d'en créer des nouveaux, mais d'en attaquer, tels que l'hôtellerie, tels que les taxis, tels que l'automobile, tels que les spectacles et la télévision. Et là, il y a 2 sujets dont on parle, un peu de vocabulaire, la disruption ou l'ubérisation. Alors, je vais essayer de l'appliquer à l'agriculture. La disruption, c'est le remplacement radical d'une industrie par une autre. C'est ce qui est arrivé à Kodak. Pour les plus anciens d'entre nous, il y a 20 ans, on prenait des photos. Elles étaient développées dans des magasins de services et c'était très coûteux. Et puis la photo numérique est arrivée et aujourd'hui, on ne développe plus de photos ou dans une proportion absolument marginale. Donc l'agriculture ne va pas être disruptée. Aucun risque. Mais l'agriculture peut être ubérisée. L'ubérisation, c'est la parallélisation de plusieurs business models dans une industrie. Les taxis n'ont pas disparu. Mais il y a une nouvelle industrie qui est apparue, qui est aussi forte que les taxis, qui est l'industrie des VTC. Quand les nouveaux acteurs arrivent dans une industrie, le principe est simple. Tous les trucs casse-pieds, ils vous les laissent. Tous les trucs qui rapportent, ils les prennent. Donc ce qu'ils vont vous laisser, c'est la logistique. Ça n'intéresse personne, la logistique. C'est des métiers à faible marge, c'est très difficile de gagner sa vie. Donc la logistique, ça, la collecte, des trucs comme ça, jamais Google ils vont prendre la collecte de quoi que ce soit. Il faut être complètement frappadingue. Tous les trucs de conformité, ça, ils vont vous les laisser, là, la qualité, les normes, la relation avec le ministère de l'Agriculture, ça, ils vont vous laisser ça. Par contre, ce qu'ils peuvent prendre, c'est les données. Et en fait, là où ils vont essayer de gagner de l'argent, c'est sur vos données. Le risque, c'est que vous leur donniez vos données. Il y a un enjeu de souveraineté stratégique pour une coopérative agricole. Moi, je vous le dis tel que je le pense, et vous avez noté que je suis officier supérieur de gendarmerie. Donc les sujets de souveraineté de mon pays, c'est vraiment des sujets qui sont très très importants pour moi à titre intellectuel. C'est sur des sujets de valeur. Mais aujourd'hui, un conseil d'administration et une assemblée générale, elle a les sujets très concrets que vous évoquez, qui sont des sujets de survie quotidienne. Et moi, je comprends la détresse que vous pouvez subir vis-à-vis de certaines situations qui sont incompréhensibles pour vous, je le conçois bien. Mais le but de la stratégie, c'est de se projeter dans un futur. Il y a un sujet de valorisation de vos données qui est un sujet absolument stratégique. Juste pour rire, hein,
La première ville du monde sur Airbnb, c'est Paris, et voilà la localisation des 55 000 lieux Airbnb sur Paris. Le seul lieu un peu vide, c'est ici, c'est le Père-Lachaise, pour l'instant. Pour l'instant, ça reste vide de location. Et alors derrière, un phénomène dont on parle depuis longtemps, mais qui finalement arrive à maturité, c'est le phénomène du big data. Le big data, c'est un phénomène de maintenant. On en parle depuis 10 ans, mais c'est maintenant que ça va décoller. Ça va décoller maintenant à cause de cette équation. IPv6, plaque d'immatriculation, plus 5G, égale décollage du big data. Le décollage du big data, ce ne sont pas les données informatiques. Le décollage du big data, c'est à peine les données de l'Internet. Le décollage du big data, ce sont les applications industrielles. Et là, pour le coup, nous sommes au bon endroit pour parler de ça. Est-ce que c'est compliqué ? Stockage des données, il n'y a plus de sujet. Un gigaoctet, ça coûtait $1 million à stocker en 1980, ça vaut moins de 10 centimes aujourd'hui. Donc il n'y a plus de sujet de stockage des données. Mais moi, j'ai commencé à travailler en 1986, avec des disquettes 5 pouces 1 quart, il y avait des sujets sur le stockage des données. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. D'ailleurs, les grands acteurs du cloud, ils vous vendent du stock à bas prix, illimité. Donc, il n'y a pas de sujet de stockage. Sujet de la puissance calculatoire. Alors, il y a 2 ans, cette entreprise NVIDIA, qui est connue comme un fournisseur de composants électroniques, a présenté son premier ordinateur Big Data. 100 000 €, donc ce n'est pas une tablette, hein, ok, on est sur un ordinateur professionnel, mais surtout, petite indication ici, 170 teraflops. Alors, les flops, teraflops, c'est le nombre d'opérations de calcul qu'on peut réaliser à la seconde. Donc 170 teraflops, c'est 170 000 milliards d'opérations à la seconde. Donc aujourd'hui, pour un prix accessible à une PME, on peut s'acheter un supercalculateur. Les vrais supercalculateurs, comme Fugaku, de Fujitsu, font 415 pétaflops. Traduction, 415 millions de milliards d'opérations à la seconde. Notez qu'il n'y a pas de drapeau français dans le top 10. Hein. Juste pour rire. Voilà quoi. Quelques Européens. Le premier, c'est mais via Dell, une entreprise italienne. Total vient de sortir un ordinateur qui est en 11e position sur des sujets d'extraction pétrolière. Donc le premier français, c'est Total, 11e. Ah, voilà à quoi ça ressemble. Bon, ça c'est juste un peu pour rire. Mais on est à l'aube d'une autre révolution qui est celle des ordinateurs quantiques. Alors pour l'instant instables. Donc là, c'est les histoires de... On était avec les bits, les 1 et les 0, mais alors maintenant, on ne sait plus où sont les 1 et les 0. Voir le chat de Schrödinger dans une boîte, est-ce qu'il est là, pas là. Bon, c'est de la physique. Mais si ça fonctionne, l'ordinateur quantique ferait en 3 minutes un calcul que Fugaku mettrait 10 000 ans à faire. Au passage, tous les systèmes de cryptographie et de sécurité mondiale tomberaient. Alors la sécurité des paiements, mais ça c'est pour rire. La sécurité de nos armes nucléaires, un peu moins rigolo. Et donc, à partir de ça, il faut de la compétence humaine. Alors cette compétence humaine, elle s'exprime par ce qu'on appelle la data science ou science des données. Donc ce sont des nouveaux métiers, plutôt d'ingénieurs ou de mathématiciens, qui font la jonction entre des compétences difficiles à adresser pour une même personne, des compétences purement scientifiques, mathématiques, physiques, agronomiques, par exemple, chez vous, des compétences informatiques avec des sujets d'architecture, des sujets logiciels, des sujets de données, évidemment. Et puis le plus difficile, c'est des problématiques métiers, parce que ces technos s'appliqueraient à des sujets métiers, d'un éleveur laitier, par exemple, ou d'une coopérative agricole. Et donc, ce qu'on savait faire avant, qui était savoir ce qui se passe, vous savez, des tableaux de bord, des alertes, des requêtes. Bon, ça, c'était de la vieille informatique.
Mais ça reste pas trivial dans beaucoup de coopératives agricoles, hein, cette vieille informatique. Mais demain, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prévoir ce qui va arriver. On peut automatiser un certain nombre de processus, quels qu'ils soient. Ça pourrait être des processus industriels, des processus logistiques. On peut même augmenter la capacité des machines pour qu'elles voient, pour qu'elles entendent. Ceci grâce à un sujet qui est un sujet finalement juste de traitement de science des données, qui est celui de l'intelligence artificielle. C'est très galvaudé parce qu'on a l'impression que c'est Skynet, mais en fait, ce sont des logiciels et des modèles mathématiques qui vont permettre de réaliser ces choses-là par ce qu'on appelle l'apprentissage machine, mais c'est assez simple conceptuellement. Alors après, l'expertise scientifique, c'est évidemment une autre paire de manches. Et donc cette data science aujourd'hui, vous pouvez l'acquérir, mais alors ce sont les métiers les mieux payés du marché par une expertise humaine, qui est rare. Beaucoup de spéculation sur le data scientist aujourd'hui. Les GAFAM vous vendent des prestations prêtes à l'emploi. Juste pour vous donner une idée, moi en ce moment on travaille sur une banque, et donc on achète pour cette banque une application Amazon qui est la prédiction de l'infidélité dans la banque. Donc il n'y a aucun traitement à faire, il faut juste clipser la base de données des clients de la banque au système qui a été développé Amazon, et on sait quels sont les clients qui vont quitter l'entreprise avant même qu'ils ne la quittent. D'où l'idée après d'avoir des stratégies de rétention préventive. Alors non, mais dans l'agriculture, c'est les bottes, hein, c'est les bottes et la boue. Non, pour l'agriculture, c'est pas possible. Nous, on n'est pas concernés par ce sujet. Alors d'abord, vous êtes concernés par ce sujet parce que cette étude, vous la connaissez par cœur parce qu'elle est régulière. Les agrinautes, elle est réalisée de manière régulière. Mais sans vous casser les pieds, même si les sujets de réseau restent des sujets importants, ces sujets progressent. Et d'ailleurs, c'est plutôt les réseaux mobiles qui fonctionnent le plus dans l'agriculture de manière assez paradoxale au global. L'agriculteur, et là, clin d'œil peut-être aux responsables des systèmes d'information, il n'est sur son ordinateur que quand il ne travaille pas, en fait. Et quand il travaille, qu'est-ce qu'il utilise ? Un peu comme tout le monde, son téléphone portable. D'où l'idée d'ailleurs que les extranets ou que toutes les applications qu'on peut développer aujourd'hui doivent être évidemment mobiles. Ça va de soi. Mais j'ai vu qu'il y avait une application de collecte mobile que vous avez développée, Mobile Collect, je crois, ou dans le désordre, et qui avait l'air assez intéressante. Et puis, ce sont les technologies. Et puis, l'agriculteur, de manière générale, il est connecté aux médias sociaux à titre professionnel, hein, exactement dans le même ordre statistique que ce que j'ai indiqué, Facebook, à titre professionnel, et YouTube. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, et je trouve que c'est une bonne initiative, peut-être contrainte par la situation, de filmer ces interventions, et ensuite de les mettre accessibles en replay sur la chaîne YouTube de la coopérative, évidemment. Et les agriculteurs achètent en ligne, comme tout un chacun, mais là, on parle d'achat en ligne professionnel. Vous êtes aussi historiquement une industrie connectée de très haute technologie, puisque vous avez déjà mis en œuvre, selon les industries, des capteurs, des caméras, des sondes. Ça s'applique évidemment au sujet animal. Ça va de soi. Alors, qui va gagner cette bagarre ? Il y a plusieurs hypothèses. Les acteurs traditionnels du secteur. Chacun d'ailleurs veut prendre la main sur vos données. Hein. Tous veulent prendre la main. Hein. Nous, on a travaillé pour Syngenta à une époque. L'équivalent d'extranet gratuit de Syngenta gagnerait contre beaucoup d'extranets de paiement de Coop que je connais. Hein. Alors, ça pourrait être vous. Ça devrait être vous. Puis vous avez des acteurs aussi qui sont assez intéressants, c'est les gens du machinisme agricole. Des gens comme John Deere. Intéressant parce que si vous regardez un peu l'innovation qu'ils mettent en œuvre, pratiquement toutes les innovations déployées sont des innovations qui permettent de capter les données. Le but étant à chaque fois de les valoriser, de créer de la valeur. Ce n'est pas pour épater la galerie que ces gens-là ils s'intéressent à ça. Alors, peut-être l'industrie va se battre, comme d'hab. Peut-être ça peut être des startups, mais ça c'est très spéculatif, les startups. On a un certain nombre d'initiatives. Bon là, moi, comme je travaille quand même un peu plus avec des céréaliers, je vous ai mis des choses qui sont liées plutôt à la production végétale, mais on a un peu des Airbnb, du tracteur ou de la moissonneuse-batteuse. Enfin bon,
pas forcément ceux-là. Ah, les GAFA, ils vont pas s'intéresser à l'agriculture. Google, il y a 6 mois, donc il a une activité qui s'appelle Google Ventures. C'est une entreprise de capital risque, hein. Donc ils prennent des parts dans des secteurs qui les intéressent. Et ils viennent de prendre une part dans un réseau qui s'appelle Farmers aux États-Unis. Et donc, juste un ticket, mais pour voir, quoi. Vous savez, c'est la première donne sur une partie de poker. Le premier ticket qu'ils ont mis, c'est 450 millions. Pour voir. Donc aujourd'hui, les acteurs Amazon, Google, etc., sont en train d'arriver sur votre secteur, mais pas pour faire de la collecte de lait. Ça, ils vont vous le laisser. Pour capter des données. Donc il y a un sujet stratégique, et j'ai vu qu'il y avait un renouvellement des conseils d'administrateurs et de la formation pour les administrateurs. Moi, vraiment, je vous invite à vous former sur ces sujets, c'est capital. Et c'est en même temps, il faut gérer les sujets traditionnels que vous avez évoqués lors des échanges dans cette salle, qui sont des sujets sanitaires, des sujets consommateurs, des sujets de relations avec les pouvoirs publics, des sujets PAC, donc des sujets classiques de l'agriculture. Et là, il y a une opportunité ou une menace. C'est comment une entreprise, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un véritable groupe, comment vous pouvez préempter la création de valeur possible des données qui sont votre patrimoine. Alors, on voit un certain nombre d'initiatives qui existent au niveau international, hein, donc d'applications déjà de gestion du bétail sur des sujets sanitaires, sur des sujets de vélage, sur des sujets de santé de l'animal. Donc, je vous en ai mis une, mais il y en a tout un paquet. Ça, c'est plutôt néerlandais. Hein, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est vraiment un assistant opérationnel de l'agriculteur, hein, de l'éleveur. D'ores et déjà, on voit un certain nombre. Alors moi, j'ai vu au Japon, par Fujitsu, l'idée d'un Internet des vaches. Donc les Japonais, ils ont déjà inventé le concept de l'Internet des vaches. C'est vraiment la captation, à la fois au plan de l'animal et aussi de toute la chaîne de valeur autour de l'animal, de l'insémination jusqu'à la transformation, de la captation des données sur l'industrie. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que derrière, égale informatique. On va prendre des vieux mots. Donc moi, je suis intéressé et rassuré de voir que dans les investissements, lorsque ceci a été partagé avec vous, c'était l'informatique qui a été citée comme un investissement industriel capital. C'est capital. Et ce n'est pas un sujet de petite amélioration de la productivité, on est pratiquement dans la pérennité de l'entreprise. Donc ce sont des sujets vitaux. Pratiquement des sujets de pérennité. Mais ça coûte cher. Ça demande de l'expertise, ça demande de la formation. Donc les équipes, les salariés de votre coopérative, je pense qu'ils ont de quoi s'occuper. C'est des sujets qui sont complexes. Et les administrateurs, vous devez prendre conscience que ceux-ci ne sont pas des sujets marginaux dans votre fonction de projeter la vision de votre entreprise. Il faut aussi se transformer. Donc là, il y a des changements de paradigme managériaux. Alors moi, comme consultant en stratégie, je peux vous expliquer comment se passe, surtout dans les grandes entreprises, l'élaboration d'un projet stratégique. C'est l'orchestre symphonique. En haut, le directeur général, le président, qui donne le tempo. Et ils vont structurer un projet qu'on va appeler plan stratégique sur une certaine durée. Pour donner une symbolique forte, on va donner un nom à la con, Transform 2025. Ça, c'est le nom du projet stratégique du groupe Volkswagen. Et là, pour un grand groupe, l'idée, c'est d'exécuter une partition sans fausse note, annoncer ses résultats à l'avance, ses parts de marché, ses EBITDA, sa création de valeur, sa part de marché, sans fausse note. Ceci fonctionne bien dans un monde stable. Dans un monde instable, il faut devenir jazz. Beaucoup plus de petites équipes, beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'erreurs, beaucoup plus de tentatives aussi. Et donc, passer d'une orientation produit à une orientation client, c'est à la fois la gestion de la relation avec les adhérents, du point de vue de la coopérative en tant qu'objet social, mais aussi avec les clients des clients, qui sont évidemment les consommateurs et les citoyens.
ils font partie de votre scope, même si ce n'est pas facile. Un sujet clé qui est l'analytique, cette création de valeur par les données. Un sujet clé qui est l'innovation, mais c'est une injonction, l'innovation. Mais l'idée de l'innovation, c'est l'agilité, tenter des choses, échouer, repartir, apprendre. L'idée aussi d'une ubiquité. Aujourd'hui, à tout moment et en tout lieu, on sait tout. On a le savoir humain dans les mains. Si quelqu'un veut savoir quand est né et où est né Abraham Lincoln, on le sait dans les secondes qui viennent. Ceci pose d'ailleurs des enjeux éducatifs, mais c'est un autre sujet. Et social, au sens de la collaboration. Hein, parce que finalement, il faut revenir sur le sujet des valeurs coopératives. C'est un sujet capital. Donc il faut être coopératif, mais ça signifie déjà la coopération entre vous, peut-être la coopération entre d'autres entreprises du secteur. Alors, en conclusion, on n'est pas dans un petit machin de rien du tout. L'Internet des objets, rappelez-vous cette équation, 5G plus IPv6 égale la nouvelle révolution industrielle. Vous êtes une industrie parfaitement placée dans cette course-là. Il faut juste décider de le faire. 2, et Covid. Pas de monde d'après. Un monde avec, c'est QFD, nous allons devoir vivre avec, et un monde qui amplifie tout ce que j'ai démontré. Je vous donne quelques exemples. Le télétravail. Je travaille avec une compagnie d'assurance, filiale française d'une compagnie d'assurance importante. Le DRH, le directeur des ressources humaines, a dit « En 3 mois, nous avons fait en télétravail ce qu'on avait prévu de faire en 5 ans. » À marche forcée, contraint par la situation. Et donc, une collaboratrice de l'entreprise a eu la gentillesse de venir me chercher à la gare, et heureusement, parce que le lieu était lointain. Et donc, elle m'indiquait que vous avez réussi à poursuivre une activité opérationnelle pendant ce confinement. Ben, heureusement, ce n'était pas si évident. On aurait été 10 ans en arrière, ça aurait été une autre paire de manches. Hein. On n'aurait pas réussi à le faire de la même manière. Donc, je voulais partager avec vous, au-delà d'une connaissance, une conviction. Aujourd'hui, le sujet de ma présentation, c'est de vous dire ces sujets de technologie, de données, ne sont pas des sujets accessoires de la stratégie d'une entreprise de votre taille, ce sont des sujets importants. Il n'y a pas de sacrifice à faire. C'est-à-dire que tout ce qui a été évoqué précédemment est évidemment crucial. Hein. Il faut survivre avant tout. Hein. Le premier sujet d'une équipe de stratégie, c'est assurer la pérennité de l'organisation. Mais le deuxième sujet aussi, c'est prévoir son développement. Et je pense que là, vous avez des clés et vous avez une taille qui vous permet d'adresser de manière agile, sans prendre trop de risques financiers, faire des tentatives, des essais, et peut-être il y aura des échecs, mais l'accepter aussi comme un mode de fonctionnement. Donc merci de votre attention. Je finis par une petite phrase. John Campbell, c'était un professeur du début du XXe siècle. Il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue pour avoir la vie qui nous attend. Moi, j'aime bien cette diapositive. Et donc, merci de votre attention. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez envie de la presse, mais encore plus simplement, solliciter l'équipe de Terra Lacta à qui j'ai donné le support original. Utilisez-le si ceci peut vous être utile.